On va arriver au point de vigilance, puisqu'évidemment, ce serait trop beau si on pouvait juste choisir comme ça en un claquement de doigts. Il y a beaucoup de points de vigilance que vous allez devoir prendre en compte lors de la construction de votre maison. La première, et ça on a peu, hélas, de la main dessus, c'est la réglementation. Vous allez voir qu'il y a énormément de réglementations qui s'appliquent à la construction. Alors vous le savez peut-être déjà, mais il y a un code de l'urbanisme général, évidemment, et puis de nombreux règlements qui s'additionnent les uns aux autres. Alors soit vous avez beaucoup de chance et il n'y en a pas trop en place, il y aura le PLU, normalement, dans tous les cas. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. C'est un document qui est produit à l'échelle communale aujourd'hui. Le I, entre parenthèses, c'est parce que ces PLU vont devenir intercommunaux. Et ce PLU, il définit les réglementations qui s'appliquent à votre parcelle. À quelle hauteur j'ai le droit de monter? Quelle emprise au sol j'ai le droit d'avoir? Est-ce que je dois me mettre à la rue? Est-ce que je dois me mettre en retrait? Donc il y a déjà des règles qui vous obligent ou qui vous donnent assez de jeu pour vous implanter. Et puis là, après, c'est au petit bonheur la chance. Il y a le PPRI, donc plan de protection des risques d'inondation. Si vous êtes à proximité de Loire, ça veut dire qu'il va falloir penser aux risques d'inondation. Les zones de risque sismique, les AVAP, aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Si vous êtes à proximité d'un bâtiment inscrit ou classé, vous devez évidemment réfléchir le bâtiment en fonction du contexte. Code de la construction et les dossiers de lotissement lorsque vous êtes en lotissement. Donc tous ces éléments-là, c'est le premier élément auquel vous devez faire attention si vous souhaitez acheter une parcelle, c'est où est-ce que je me situe, dans quelle zone, quel règlement s'applique, et du coup, en fonction de ces règlements, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, le service urbanisme de votre ville, normalement, peut vous aider là-dessus. Au pire du pire, au CAUE, on sait aussi vous aider sur la meilleure façon de vous implanter normalement sur une parcelle grâce aux permanences gratuites. Deuxième point de vigilance, faire partie du quartier. On sait maintenant qu'on peut s'implanter, voilà, on a 7 espaces de constructibilité sur notre parcelle. Maintenant, qu'est-ce que je fais sur cet espace? Est-ce que je remplis tout ou est-ce que je réfléchis un peu différemment par rapport à ce qui se passe autour? Je vous disais tout à l'heure qu'on crée un morceau du puzzle. Justement, vous créez un morceau du puzzle qui est connecté à d'autres pièces autour, qui est connecté à la rue, qui est connecté à vos voisins de chaque côté, qui est connecté à un paysage, peut-être derrière, une haie bocagère, un autre voisin. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et donc, ma maison n'est pas nécessairement une forteresse, d'accord? On les voit, ces projets passer avec ce superbe mur à 2,10 m qui entoure toute la parcelle, on ne voit rien. Effectivement, on ne voit rien, c'est très intime chez les gens. Mais qu'est-ce qu'on crée comme paysage? Qu'est-ce qu'on crée comme ville en faisant ça? Quel intérêt on aura à se promener dans les villes lorsque toutes ces villes, ce sera un linéaire de murs, sans ouverture, sans cône de vue vers l'extérieur, sans découvrir? Vous savez, qu'est-ce qui nous plaît quand on va visiter en vacances un village? C'est quoi? C'est tous ces petits interstices dans lesquels on glisse un œil. On se dit, ah, c'est joli ici, tous ces petits trucs qui nous permettent de voir un petit peu la constitution du tissu. Et donc ma maison, c'est pas non plus une maison posée au milieu d'un jardin. C'est une maison qui va interagir avec ce qui se passe à côté. Et puis le dernier, c'est pas parce que vous prenez un architecte qui va vous faire quelque chose de complètement fou. Il y a des architectes qui savent travailler avec ce qui se passe autour. Et voilà, on ne vient pas poser un objet comme ça qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe autour. On réfléchit vraiment en cohérence avec le contexte. Alors faire partie du quartier, ça peut se faire par rapport aux lignes de toiture, aux gabarits des maisons, c'est ce qu'on voit à droite. Comment je vais venir raccrocher la maison d'à côté? Est-ce que si j'ai besoin de très haut, je vais venir plutôt jouer sur la double hauteur. Si j'ai besoin de quelque chose d'assez bas, je vais plutôt récupérer la hauteur de la petite maison à côté et puis travailler en longueur. Sur le schéma de gauche, vous voyez que, par exemple, on a la vue sur une belle forêt à l'arrière. Là, je ne vais surtout pas créer ce fameux mur à 2 mètres dont je vous parlais. On va créer des porosités et on va réfléchir le bâtiment. On peut créer de l'intime tout en laissant des percées visuelles. C'est possible et ça se fait très bien. Et ça donnera d'autant plus de qualité à votre projet. Et puis dernier point, faire partie du quartier, c'est pas faire le catalogue la paire de toutes les fenêtres possibles. Souvent, une rue, elle est constituée d'un rythme, de couleurs, de matériaux. Et tout ça, il faut le prendre en compte pour créer la fameuse pièce du puzzle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc s'il y a un rythme qui se crée, qu'il soit vertical ou horizontal, on va essayer de constituer la maison dans ce rythme. Les architectes, en tout cas, travaillent comme ça. L'idée, c'est de pouvoir se dire, mais finalement, cette maison, elle est là depuis le début. Cette maison, elle fait partie du quartier, elle fait partie du contexte. Et donc ça, que ce soit les hauteurs qu'on va récupérer, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou ce rythme en façade, on va créer votre maison, ce sera votre maison, on la distinguera, mais votre maison, elle fera partie d'un tout. Et ça, c'est tout notre travail, hein. On en a. Prendre en compte le terrain, évidemment. Là, on a regardé tout ce qui se passait autour. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que sur le terrain, il a déjà une identité. Alors surtout dans nos communes, souvent, on a un pan de mur qui est resté à moitié ébloui. On a un arbre remarquable qui se situe au fond de la parcelle. On a une bâtisse ancienne dans un coin ou le voisin qui vient justement en limite séparative. Tous ces éléments-là, c'est des éléments constitutifs de l'espace. Et si vous voulez optimiser finalement la façon dont vous allez vous implanter sur le site, vous devez utiliser ces éléments-là.
Donc c'est s'appuyer sur le voisin, c'est conserver l'arbre qui est au fond peut-être pour s'en servir comme un masque solaire et faire tourner la maison autour, ce serait une idée. Utiliser pareil l'arbre du voisin pour finalement, là ça veut dire qu'il fait un masque d'intimité, donc on va pouvoir ouvrir notre salon nous à cet endroit-là puisqu'on n'aura pas co-visibilité avec le voisin. Réfléchir à tous ces éléments alentour. Alors là j'ai mis quelques petites illustrations très rapides, mais faire avec les arbres, comme je vous disais, construire dessous, construire entre les arbres, laisser les arbres au travers de la maison. Là, on est sur une maison de Lacaton-Vassal. C'est une maison un peu expérimentale, mais l'idée, c'était de laisser les arbres. On a construit toute la maison autour. Les arbres traversent le salon. Alors oui, il faut le vivre, surtout l'hiver, quand il pleut. Mais voilà, c'est des expériences d'architecture où on se dit, mais on a construit avec le terrain. Pareil en dessous, faire avec les murs et les bâtisses existantes. Vous voyez, on vient s'accoler, on vient par-dessus un mur déjà existant. On vient au contraire prolonger un volume qui est déjà présent dans le paysage. Tout ça, ça permet de créer de l'architecture de qualité. Et ça permet en plus, vous, d'asseoir votre projet de manière intelligente dans le paysage. Et puis le dernier, faire avec la pente. Évidemment, pour beaucoup, un terrain en pente, c'est une contrainte. Croyez-moi, lorsque vous avez un bon architecte, un terrain en pente, c'est une super opportunité pour créer une qualité d'espace incroyable. Parce que le terrain en pente, il va permettre un accès par le haut et par le bas de la maison. Il va permettre de créer des espaces plus confinés en intérieur, donc de faire rentrer la lumière de manière zénitale. Et puis, il va permettre, par un aménagement extérieur, cette fois-ci, comme on le voit très rapidement sur les petites images, de créer des petits décalages qui vont caractériser les espaces. Ici, vous voyez un tout petit décalage entre ce niveau-là et ce niveau-là, va créer le petit muret qui marque la terrasse. À côté, on est sur une forte pente, c'est Cisa Architecte, et là, ils ont décidé de carrément créer la maison escalier. C'est-à-dire que vous avez toute une connexion à l'intérieur, mais vous pouvez, par l'extérieur, rejoindre les différentes pièces. Votre maison devient un terrain de jeu. C'est exceptionnel pour vous, pour vos enfants, et c'est une qualité d'usage, encore une fois. Il y en a un qui devient une terrasse, un autre endroit c'est un bain de soleil, un autre c'est un potager. Vous pouvez caractériser, comme ça, les différents espaces extérieurs. Assez logique. On est sur des petits terrains. Qu'est-ce qu'on va faire sur le petit terrain et quelle est la contrainte principale, peut-être, c'est de chercher le soleil, évidemment. Le soleil, je ne vous apprends rien, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. On va essayer de travailler avec ça. La maison, elle vit suivant un rythme. Le matin, vous vous levez, je pense que 99% d'entre nous passent dans la cuisine, normalement. Le soir, 99% vont dans la chambre aussi. Ça paraît assez logique. Il y a un rythme de vie, et finalement, on va adapter l'organisation intérieure de la maison à ce rythme de vie pour profiter toute la journée du soleil. Le matin, le soleil va se lever, vous allez vous lever, ça va préchauffer naturellement votre cuisine. Vous allez avoir le rayon du soleil au petit-déj, c'est pas désagréable. Le séjour à midi, c'est la pièce de vie, c'est là où on vit. Le soir, l'ouest, ça va préchauffer les chambres, ça va amener une lumière douce aussi, plus rasante dans la maison. Donc voilà, tout ça c'est des ambiances, et il faut travailler avec. Alors évidemment, ça c'est le cas idéal où ma route se situe au nord et mon jardin au sud. On verra tout à l'heure que c'est pas toujours aussi facile que ça et qu'il y a des petites astuces à trouver. Évidemment, chercher le soleil, ça va en lien aussi avec la réglementation thermique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait différentes réglementations. La réglementation thermique 2012 et bientôt la réglementation thermique 2020 nous impose aujourd'hui d'être un petit peu sobre dans notre manière de consommer l'énergie. Donc il faut réfléchir à la maison en fonction de ça. Un point très important, quand on a des petits espaces, on va essayer de prolonger finalement la sensation d'espace, de grandeur. Et pour ça, ça va se faire par quoi? Ça va se faire évidemment par les vues. L'objectif d'une petite maison, ça va être de multiplier les vues à l'intérieur, donc de décloisonner au maximum, d'ouvrir au maximum, tout en caractérisant chaque espace, et surtout d'ouvrir les vues vers l'extérieur. Et là, il y a un travail intéressant à faire au niveau de vos ouvrants, c'est-à-dire au niveau de vos menuiseries. La fenêtre en pied, elle va vous permettre par exemple d'avoir une connexion avec votre jardin, donc c'est ce qu'on voit là-bas à droite, une connexion avec votre jardin qui est beaucoup plus forte. Dans les années 30, c'était l'avènement de la fenêtre en bandeau. Ça a été le grand mouvement, l'un des points sur l'architecture de Corbusier, c'était la fenêtre en bandeau. Aujourd'hui, cette fenêtre en bandeau, finalement, peut-être que par moment, elle peut descendre un peu, elle peut aller chercher le sol, et en cherchant le sol, elle va vous ouvrir la vue, notamment à l'étage, vers ce qui se passe dans votre jardin. Et ça, c'est très important. Vous allez voir que la sensation d'espace, elle se fait aussi par la connexion visuelle à votre jardin. Il faut que votre jardin il soit autant connecté à votre rez-de-chaussée qu'à votre étage. Et puis un autre point, c'est la gestion de l'intimité. Et là, je vous ai remis le cas de tout à l'heure, parce que finalement, l'architecte a travaillé de manière assez intelligente avec un petit jeu de décalage, un volume en L finalement. Et vous voyez que les deux maisons ont travaillé de la même manière, là on les voit les deux. Et en créant deux maisons en L, on crée des petits espaces intimes justement, ici. On est en extérieur, donc on n'a pas d'emprise au sol. Et pourtant, le volume du voisin, la mitoyenneté, permet de créer cet espace de transition entre l'intérieur de la maison, l'espace privé,
votre terrasse, qui est toujours votre espace privé mais extérieur, et l'extérieur vraiment de la maison, c'est-à-dire l'espace de jeu des enfants, où là on a peut-être moins besoin d'être totalement fermé avec un mur plein sur les côtés. Donc là, il y a un système de transition. Ça, c'est quelque chose de très important, la gestion de l'intimité à l'intérieur des petites parcelles. À la fin de la conférence, là, je vais vous montrer quelques exemples de réalisation d'architectes sur des petites parcelles et vous allez voir que cette intimité, on peut très bien la gérer par des moyens plutôt intelligents. Voilà, j'arrive à la partie sur l'armature du jardin. Et là, je vais laisser la spécialiste en parler, Gaëlle. Tu as déjà dit beaucoup de choses. Donc, oui, on souhaitait aussi faire un zoom donc, sur la conception du jardin. Sur les petites parcelles, tout est regroupé. Hein, et donc, il faut optimiser la surface. Donc, on va vous présenter 3 petits schémas. Alors, ces schémas-là, ils sont extraits de fiches que l'on a faites sur la conception du jardin à l'attention des particuliers pour la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Donc, si vous souhaitez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le site de La Chapelle-sur-Erdre, le site internet de La Chapelle-sur-Erdre. Dans la rubrique cadre de vie, vous tapez fiche jardin cadre de vie Chapelle-sur-Erdre et donc on a 8 ou 10 fiches qui ont été élaborées sur la conception du jardin. Donc, ici, là, c'est un petit schéma théorique, déjà, pour expliquer les 3 phases qu'il est nécessaire de prendre en compte quand on va élaborer un jardin. Alors, ce qui est intéressant, vous pouvez faire l'exercice chez vous, c'est-à-dire que vous prenez votre parcelle, par exemple, ça y est, vous avez acheté votre parcelle. Alors, il faut éviter, effectivement, d'avoir juste la parcelle sur un plan, mais il faut dézoomer et essayer d'avoir la parcelle avec son environnement. Alors, ça, vous pouvez le faire, c'est facile, avec des plans cadastraux si vous les avez, ou alors vous allez sur internet sur cadastre.gouv sur lequel vous pouvez zoomer, dézoomer sur votre parcelle mais en prenant aussi les parcelles environnantes, ou alors aussi sur le site de Géoportail avec qui met plein de calques, la photo aérienne, etc. Et ça vous permet de prendre en compte aussi un petit peu tout ce qu'il y a autour. Alors, l'armature du jardin, elle se fait déjà en fonction du contexte. Donc, comme disait Michael, le contexte, il y a le contexte à l'intérieur du jardin et puis il y a aussi tout ce qui se passe autour. Donc, ici, c'est un cas théorique. Effectivement, le bel arbre à conserver dans le jardin, ça peut être aussi un four à pain, un puits, etc., une belle grille. Donc, ces éléments sont très variables, végétaux ou minéraux. Et il y a aussi ce qui se passe avec le contexte. Donc ici, par exemple, on a mis une vue sur le moulin. Ça peut être aussi donc, au bout du jardin. On remarque qu'on a une belle vue sur le clocher de l'église ou bien, parce qu'on est en limite d'un village, une belle vue sur le paysage environnant. Donc on le note sur notre petit plan papier, là, le plan cadastral qu'on a mis sur papier avec tout l'environnement. Donc là, oui, effectivement, là, il y a une belle vue à conserver. Ou au contraire, ah ben non, là, il y a le bâtiment du voisin, c'est un vieux bâtiment en tôle rouillée, on n'aime pas. Donc on va mettre, attention, éléments à masquer. Et puis donc, on va mettre aussi arbre à conserver, four à pain à restaurer, etc. Et puis il y a aussi, dans le contexte environnant, il peut y avoir des contraintes comme, par exemple, se protéger des vents, les vents d'ouest. Et puis c'est encore plus important si on est en haut d'une butte, par exemple. Donc on va mettre, attention, vent d'ouest fort, donc imaginez une protection. Et puis il y a aussi la protection, effectivement, la protection visuelle. Donc par exemple, si le jardin est près d'une route, est-ce qu'on souhaite se masquer de la route ? Bon, évidemment, si c'est une route passante, oui. Si c'est un chemin vicinal où il passe 3 voitures par jour, peut-être pas. Voilà. Donc c'est tous les atouts et les contraintes qu'on a sur la parcelle et dans son environnement qu'on va noter sur notre plan. Après, il y a donc les usages. C'est qu'est-ce qu'on va faire dans ce jardin ? Donc ici, on a mis les usages les plus classiques. Donc on a la question d'abord du stationnement qui est crucial. Donc ici, on a pris le cas classique du stationnement qui se met devant. Ce qu'il faut éviter, c'est que le stationnement vienne phagocyter tout l'espace derrière, mais qu'il reste plutôt devant, surtout sur les petites parcelles.
Il y a la question aussi de l'espace de présentation et d'accueil. Voilà, l'espace qui est à devant, parce que je suis obligée de m'implanter à 5 mètres de recul, eh bien, c'est un espace qui va participer à la rue, au cadre de vie. Donc, c'est un espace qui est quand même à soigner. Donc, c'est peut-être là qu'on va on va soigner le fleurissement, etc. Et puis après, c'est comment est-ce qu'on va vivre derrière. Donc, pour les cas les plus classiques, donc, on souhaite effectivement manger dehors. Donc, il y a la question de la terrasse, l'espace détente, parce qu'on a des enfants. Hein, donc, c'est un espace qu'on va laisser dégager. Imaginez dégager, c'est là qu'on va éviter de mettre nos fleurs préférées, hein, pour pas qu'ils soient écrasés par les ballons. Il y a aussi peut-être la question du potager et puis vouloir un jardin pour y avoir des fleurs, par exemple, pour faire des bouquets. Voilà. Et puis, la question du compost, hein, qui se pose, surtout dans les petits jardins, parce qu'on n'est jamais loin des voisins. Donc, le compost, on ne veut pas toujours près de sa fenêtre ou de sa terrasse, mais bon, par rapport au voisin qui a la terrasse à côté, comment est-ce qu'on le conçoit? Voilà. Et puis, ma foi, comme on a un bel arbre, là, on apprécie déjà un coin repos et repas que l'on va faire à l'ombre. Donc, c'est pareil, on va lister, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire dans notre jardin, et puis on va les placer sur notre plan. Voilà. Après, c'est important parce que selon l'endroit où on va mettre la terrasse, ça va dépendre donc de l'emplacement à l'intérieur par rapport à la cuisine. Hein. La question se pose notamment par rapport à des bâtiments qu'on va réhabiliter. Hein, c'est très important et qu'on va étendre. Donc la terrasse doit être près de la cuisine. Bon, donc c'est effectivement penser l'espace extérieur pour qu'il soit cohérent et qu'il soit aisé à pratiquer à l'intérieur. Voilà, et ensuite donc dessiner l'armature du jardin avec les végétaux. Voilà. Et c'est à ce moment-là que les végétaux vont permettre d'aider à dessiner notre jardin pour venir servir les usages que l'on a définis. Voilà. Alors ici, par exemple, la petite pastille 1, c'est on a une très belle vue, donc on ne va pas planter de haies, puisque notre jardin donne sur la campagne, on a une super campagne, donc on va pas systématiquement, comme quelquefois on fait quand on achète une parcelle, c'est que d'abord on va y implanter, pour marquer ses limites un peu, y implanter une haie, puis en se disant comme ça va pousser, hein, et puis dans 2 ou 3 ans, quand ma maison sera construite, au moins j'aurai du volume végétal. Peut-être pas, parce que finalement, le fait d'avoir la vue sur le moulin ou sur le clocher, ça nous permet même visuellement, si on a un petit jardin, d'avoir une impression visuelle beaucoup plus grande et de sentir un espace beaucoup plus grand. Donc c'est une façon aussi d'agrandir, une tactique pour agrandir visuellement les petits jardins. Donc la petite pastille 2, c'est une haie vive que je vais planter parce qu'il y a les vents d'ouest qui sont importants. Le 3, effectivement, par rapport à la terrasse, quand je suis allée sur place déjà, oh là là, il fait très très chaud l'été, hein, donc je vais prévoir déjà de planter un arbre pour avoir de l'ombrage. Donc on va voir les dimensions des arbres, c'est important. Et puis donc 4, le potager, 5, une autre haie parce que la route à côté est très 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 passante, donc on souhaite avoir de l'intimité. 6, on garde un grand espace dégagé parce que c'est là que les enfants vont jouer. Voilà. Et puis donc 7, c'est l'espace de présentation et c'est aussi l'espace où on a prévu le stationnement. Voilà. Donc tout ça, ça s'anticipe avant la construction ou la construction de la maison ou l'extension. Alors oui, par rapport à la nature du jardin, donc ça c'est donc donc vous voyez que le végétal, on l'utilise pas tout de suite. On réfléchit d'abord à comment on va utiliser l'espace, comment on place le végétal qui va venir dessiner les limites des espaces. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va peut-être envisager d'aller chez le pépiniériste pour acheter les végétaux, mais pas avant. C'est-à-dire qu'on ne va pas chez le pépiniériste pour acheter plein de végétaux parce qu'on aurait vu des végétaux des verts, des rouges, etc. Et puis on arrive chez soi et puis on se dit « Ah ben mince, finalement j'en ai acheté 3 fois trop et puis finalement je ne sais toujours pas comment je vais organiser mon jardin. » Donc c'est vraiment très important de définir d'abord l'organisation spatiale et comment le végétal va aider à lire et à organiser ces espaces. Donc là, on a fait une petite synthèse par rapport à un petit jardin. C'est une organisation qu'on trouve régulièrement. Et c'est vrai que dans les petits jardins, il faut qu'on mutualise
les espaces. Donc ici, par rapport à l'intimité, donc on a une maison avec un étage, et puis effectivement, on a créé une annexe pour créer une intimité par rapport aux voisins. Et puis de ce côté-là, on a construit un mur en continuité directe de la maison sur environ 4 mètres. La largeur à peu près de la terrasse, 3-4 mètres. Voilà. Et puis après, donc, comme on a un recul ici, ça permet, mais parce qu'on l'a prévu avant, on s'est dit, bah oui, le stationnement, où est-ce que je vais le mettre? Ce serait dommage d'aller le mettre au fond du jardin. Donc, je vais le prévoir ici. Donc, quand on est en limite par rapport à un bord un petit muret, etc., il faut prévoir, par rapport à la limite de trottoir, il faut prévoir au minimum 6 mètres. 6 mètres de longueur en stationnement. Voilà, donc on met une pergola où c'est couvert, et puis donc on recule d'autant la petite annexe qui va permettre de créer donc l'intimité. Et puis après, comme on a un petit espace, hein, ça marche très bien sur des parcelles même de 200 mètres carrés, eh bien on va se dire, oh là là, le voisin il n'est pas très loin, mais je vais créer une annexe. Qui va aussi permettre de créer une intimité, qui va créer un écran visuel et favoriser l'intimité. Donc mon annexe, je l'ai conçue par rapport à ça, je l'ai implantée par rapport à ça. Voilà. Et puis donc un potager, et puis la création de haies vives. Les haies vives ne sont pas toujours possibles, donc quelquefois il faut travailler avec des haies taillées, style Charmy par exemple, ou Escalonia, qui ne font pas plus de 1 mètre de large, parce qu'on n'a pas beaucoup de place, ça dépend de la place qu'on a. Alors, par rapport à... Oui, donc la taille adulte des végétaux, on attire l'attention là-dessus, parce que voilà, le végétal, il est programmé génétiquement pour grandir. Voilà. Donc, au niveau des arbres, il y a, on va dire, 3 catégories de taille d'arbres une fois qu'ils sont adultes. Donc, on a les grands arbres qui font 24 mètres de haut, qui font 10 mètres de diamètre. Ça, c'est le tilleul, c'est le platane, c'est le tulipier de Virginie, c'est le magnolia, c'est le pin parasol, etc. Donc, ces arbres-là, sur les petites parcelles, c'est pas possible. Voilà. Après, on a des arbres qui sont un petit peu plus petits, fait quand même 12 mètres de haut. Donc 12 mètres de haut, c'est quand même, oui, c'est important. Et là, ça va être les arbres plus le catalpa, le paulownia, le mûrier, ces arbres-là. Et après, on a des arbres plus petits encore, qui font 6 à 8 mètres de haut, qui sont déjà largement suffisants pour être implantés dans nos jardins. J'attire l'attention parce que donc quand on plante, il faut déjà imaginer l'arbre adulte. Hein, parce qu'autrement, c'est dommage, parce que ça va être une lutte incessante entre, par exemple, si on plante un tilleul sur un jardin de 300 mètres carrés, ça va être une lutte incessante entre le tilleul et puis le jardinier qui va être obligé de le tailler en porte-manteau, hein, comme on dit. C'est un petit peu dommage parce que c'est pas, voilà, ces arbres-là ne sont pas faits pour ça. Alors on a mis quelques photos ici. Donc par exemple ici 4 exemples. Voilà, par exemple ici on a un pommier. Donc on voit le pommier, vous voyez, par rapport aux dimensions qu'on a. On a facilement ici déjà 3 mètres et 3 mètres. Bon, déjà ce genre d'arbre, c'est largement suffisant pour nos petits jardins de 400 mètres carrés. Après, ici, on a un autre cas ici. C'est un tout petit jardin, hein, parce que la clôture est juste là. Et c'est un fruitier. Donc là, c'est un abricotier. On est dans le sud. Hein. C'est un abricotier. Et comment on a donc travaillé le long du petit mur pour créer l'intimité. On a créé une terrasse avec le coin cuisine qui est juste en connexion directe. Et donc, ce petit arbre-là est suffisant pour les petits jardins. Voilà. Un autre exemple ici, c'est un jardin de 80 mètres carrés et ça c'est un arbre qui est arrivé tout seul par les oiseaux, hein, c'est un prunier sauvage que les propriétaires ont laissé pousser et ça suffit largement aussi pour créer l'ombre. Voilà. Et on parlait, donc vous voyez, par rapport à la maison ici, là il y a un étage, donc le prunier, une fois adulte, là il a à peu près 8 ans, il fait 6 mètres de haut. C'est largement assez pour nos petits jardins. À côté, il y a un noisetier. Les noisetiers aussi, hein, les cépées noisetiers, les sureaux, les lilas, tous ces arbres-là, c'est grandement suffisant pour les petits lieux. Et ici, un autre exemple, c'est un saule tortueux. Alors attention, vous voyez par exemple les saules tortueux, dans les pépinières, c'est vendu comme étant un petit arbuste. Ben non, vous voyez, le saule tortueux, ça fait quand même, par rapport à la maison, là on est déjà à 12 mètres de haut. Hein. Donc, avant de planter, regardez bien par rapport aux végétaux que vous imaginez, observez bien dans votre environnement, ah oui, tiens, il est adulte, là, cet arbre a à peu près 10 ans, voilà la dimension qu'il fait. Voilà. Autrement, ça va être une éternelle guerre
entre le jardinier et la maison. Et puis il faut savoir aussi qu'il faut planter loin d'une maison, parce que les problèmes de gouttière, les problèmes aussi par rapport aux panneaux photovoltaïques, etc. Donc par rapport à ces petits arbres-là, bon, ici on est à, vous voyez, même ce petit prunier là, qui est parmi les plus petits arbres, on est déjà ici à 5 mètres de la maison. Voilà. Et si vous avez un plus grand jardin et que vous souhaitez par exemple planter un tilleul ou un platane, eh ben, c'est minimum à 10 mètres de la façade d'une maison et pas moins. Voilà, pour que l'arbre puisse se développer. Donc vous voyez, ça c'est important. Et puis un autre élément à prendre en compte aussi, quand on veut choisir ses végétaux, ben, c'est définir l'esprit du jardin, donc définir une ambiance. Voilà, donc des ambiances, il y en a plein. Alors ici, on a mis quelques-unes, quelques exemples. Alors par exemple, ici, c'est un particulier qui est très amoureux des jardins anglais, donc qui a travaillé chez lui avec les mixed borders, c'est-à-dire avec toute une association très travaillée à partir des vivaces et des arbustes. Voilà, donc là, on a du géranium vivace, enfin bon, on a plein de choses. Et vous voyez ici comment il travaille aussi avec des petits arbres qui permettent d'avoir de l'ombre et qui sont largement suffisants à l'échelle de son petit jardin. Ici, c'est une autre ambiance où là, les propriétaires, en fait, ils laissent tout pousser et puis ils regardent au fur et à mesure ce qui pousse, ce qui est amené par les oiseaux, etc. Et ils font du tri tous les ans. Voilà. Et donc, ça donne aussi des très jolies choses. Donc, il y a des choses horticoles, il y a des choses qui arrivent ici. Voilà. Ici, c'est une ambiance résolument complètement personnelle. Voilà. Donc, c'est des choix de végétaux très particuliers. Ici, on a du houblon et des graminées, dont notamment des stipas. Et puis, un travail sur les limites végétales qui sont de la charmille. Vous voyez, donc on peut aussi, par une combinaison particulière de végétaux, venir créer une ambiance très, très spécifique. Et puis ici, on est plus dans le jardin à la française, hein, voilà, où on est sur des végétaux. En fait, c'est la forme, on va dire, qui prime, hein, avec donc peu de végétaux, mais très taillés. Voilà. Donc, en résumé, quand on fait un jardin, c'est identifier les atouts de son terrain et aussi les contraintes, les noter. C'est définir les usages que l'on va avoir sur cet espace-là. Et puis après, c'est seulement après que l'on va venir placer les végétaux s'il y en a besoin pour venir conforter les différentes fonctions qu'on souhaite y faire vivre. Et puis aussi donc, les associations végétales qui se font selon des ambiances qu'on peut prédéfinir. Et donc, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Donc, on va définir des végétaux le nombre des végétaux, et c'est après qu'on va voir donc le marchand des végétaux. Voilà. Il y a la question des annexes. Est-ce que tu... Oui, bon, les annexes, on avait mis la possibilité. Les annexes, c'est intéressant parce que c'est plein de formes différentes, mais ça peut donc participer sur les petites parcelles à renforcer l'intimité. Donc l'emplacement des annexes est très important. Bon, ça peut être une jolie cabane, ça peut être une pergola, ça peut être un préau, ça peut être un jardin d'hiver. Voilà. Et là, on a mis un petit peu la synthèse de tous les éléments à prendre en compte préalablement à la réalisation de son projet. Donc déjà, au niveau du jardin, c'est donc anticiper sa conception en relation directe avec le projet de la maison, et de façon à ce que les espaces bâtis et les espaces extérieurs s'imbriquent les uns les autres, tout ça pour optimiser le terrain. Et c'est vrai que même dans les petits jardins, on peut avoir, et on voit ça souvent dans les cœurs de bourg, hein, ou même dans les cœurs de ville, bien des ambiances végétales qui en ressortent. On peut travailler sur la profondeur des vues, le fait de travailler avec des végétaux, par exemple comme des fruitiers, hein, qui attirent beaucoup les insectes pollinisateurs. On participe aussi à la biodiversité. Le confort thermique, parce que c'est vrai que l'ombre apportée par un arbre, c'est beaucoup plus agréable qu'un parasol. Hein. En plein été, on tient difficilement sous un parasol, alors que l'arbre garde toujours une fraîcheur très appréciable. Les accès, on avait dit, c'est très important de le prendre en compte et d'essayer d'imaginer où est-ce qu'on va mettre son ou ses véhicules avec le stationnement. La gestion du vis-à-vis de l'intimité par rapport au voisinage, et puis aussi les questions d'ensoleillement pour soi et pour les voisins.